Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda NT 1100 DCT de 2022. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour le test d'une grosse routière. Et ça bien sûr grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à faire plusieurs heures de route pour me ramener cette machine jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel. Merci encore à lui. Donc les amis, la NT 1100, une machine que vous ne connaissez peut-être pas. C'est une moto qui a été vendue à partir de 2022, donc le modèle que je vous présente est une des premières. Elle était vendue d'ailleurs en deux versions, version normale avec une boîte classique et avec l'autre version que j'ai aujourd'hui avec une boîte à double embrayage automatisé, la DCT. Donc NT, ça ne vous dit peut-être rien car je ne connais pas d'autres motos qui auraient le même patronyme. Mais sachez que globalement, au niveau technique, cette NT 1100, c'est une Africa Twin 1100 qui a été recarrossée et modifiée afin d'être transformée en routière. Donc bien sûr, on retrouve la même motorisation que sur l'Africa Twin, donc un bicylindre en ligne de 1100 cm3. Celui-ci développe 102 chevaux. Et le poids de cette moto tout plein fait est à 250 kg environ. Il faut savoir d'ailleurs que le modèle que je vous présente aujourd'hui est équipé d'un pack voyage qui comprend un top case supplémentaire parce qu'il faut savoir que sur les NT 1100, les deux valises latérales sont d'origine et ça peu importe la finition. Par contre, donc dans ce pack voyage, vous avez le top case, vous avez également les feux longue portée qui sont supplémentaires. Et ce pack comprend aussi les selles, que ce soit selles conducteurs ou passagers, qui sont maintenant en finition confort. Sinon pour le reste, la moto que je vous présente aujourd'hui est globalement d'origine. Je crois qu'une des seules modifications apportées à celle-ci, c'est le levier de frein qui a été remplacé par un modèle de chez Puig. Bon les amis, comme d'habitude, je commence par la ville. Et au début c'est peut-être un peu intimidant parce que c'est une moto finalement relativement haute. Comme je vous l'ai dit, ça reprend le cadre et le moteur d'une Africa Twin. Et je dirais que la position de conduite est aussi très similaire. Là, vous voyez que y a un énorme guidon devant moi. Il est même tellement grand que ça m'écarte un peu les bras sur le côté. Comme je vous l'ai dit, la selle, c'est le modèle confort. Celle-ci est vraiment très molle, elle est très confortable. Le réservoir, lui, est relativement large, mais je peux bien le serrer avec mes genoux. D'ailleurs, ce réservoir a, si je me souviens bien, une contenance d'une vingtaine de litres. Et les repose-pieds sont dans une position neutre, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Franchement, on a une position de trail, hein. On est très droit. La position nous permet bien sûr de prendre les infos et de vérifier carrément ce qui se passe dans les angles morts, voire même derrière, et ça sans lâcher le guidon. On se sent bien, on se sent en sécurité parce qu'on surplombe les autres. La moto est relativement haute, même si légèrement plus basse que sa sœur, l'Africa Twin. C'est vraiment un trail modifié pour la route. D'ailleurs, sur une routière, on pourrait s'attendre à ce que les rétros soient intégrés dans le carénage. Eh bien non. Ici, les rétros sont toujours sur le guidon. Et malheureusement, on a quand même une bonne partie des miroirs qui sont obstrués par nos bras. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'allais oublier, la moto au niveau accessoire est également équipée d'un échappement de chez SC Project, mais c'est un échappement homologué. Et pour l'instant, franchement, la sonorité est tout à fait standard. Je dirais que c'est banal. C'est à se demander si c'est vraiment plus audible qu'avec l'échappement d'origine. Donc comme je l'ai déjà précisé, le modèle que je teste aujourd'hui est équipé de la boîte à double embrayage DCT.
Il faut savoir que cette boîte a différents modes. Vous avez le mode drive que j'utilise actuellement, qui peut être considéré comme un mode éco. Et ensuite, il y a le mode sport. Et le mode sport est lui-même sous-divisé en 3 modes. Sport 1, sport 2 et sport 3. Donc depuis le début du test, vous me voyez évoluer en mode drive. Et franchement, on retrouve le même sentiment que sur les autres motos équipées d'un DCT dans un mode éco ou drive. La boîte passe les rapports extrêmement vite et ça a tendance à cogner un petit peu. On a l'impression d'être en sous-régime. Après, il semblerait que ce soit la meilleure façon pour économiser du carburant. Là, vous voyez que je sors de l'agglomération, j'accélère à peine. Ça tremblote un peu, je suis toujours à très bas régime, je dépasse jamais les 2500 tours. La boîte a déjà passé quasiment tous les rapports là. Donc vous pouvez voir que devant moi on a un grand pare-brise qui est réglable. Malheureusement c'est pas réglable électriquement, il faut le manipuler. Et d'ailleurs la manipulation n'est pas vraiment faisable en roulant. Actuellement elle est réglée au plus haut. Et franchement j'ai pas d'air qui arrive sur moi, sur mon casque. Je suis totalement protégé. On verra ce que ça donne tout à l'heure sur l'autoroute quand on ira un peu plus vite. Maintenant j'arrive sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse et il n'y a pas vraiment de problème avec cette machine, elle se manœuvre bien. D'ailleurs la grosse différence entre cette NT et une Africa Twin, c'est bien sûr la taille des roues. Ici ce sont des roues en 17 pouces et ce sont des pneus en taille standard, hein. C'est du 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Donc les amis, vous reconnaissez forcément les lieux, c'est ici que j'essaye l'accélération à chaque fois. Donc on va bien sûr faire le même exercice avec cette NT. On a sur cette moto, bien sûr, comme je vous l'ai dit, plusieurs modes concernant la boîte de vitesse. On a aussi plusieurs modes concernant l'injection. Donc là, je suis depuis tout à l'heure en mode urbain, qui est un mode relativement tranquille. Je peux changer, j'ai un mode pluie, aujourd'hui aucune raison de l'utiliser. Le mode utilisateur, qui est donc paramétrable. Mode utilisateur 2 qui lui aussi est paramétrable, et le mode cyclotourisme qui est entre guillemets équivalent à un mode sport. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire une première fois l'accélération en mode urbain et ensuite je vais me mettre en mode cyclotourisme. Je n'utiliserai pas les modes configurables pour justement voir s'il y a déjà une différence entre les modes prédéfinis. Et d'ailleurs, lors de ces tests, je vais également mettre la boîte de vitesse en mode Sport 2, qui semble être le mode intermédiaire. Allez, c'est parti, let's go. Donc bien sûr, là, il n'y a pas de levier d'embrayage, il n'y a pas de sélecteur de vitesse, c'est automatisé, il n'y a rien d'autre à faire. Je rappelle qu'elle est donnée donc pour 102 chevaux et environ 250 kg. C'est parti en mode urbain, let's go. Bien, vous avez pu voir que même en mode urbain, c'est efficace, on se retrouve à 100 km/h très rapidement. Et on commence à entendre le moteur que quand on monte vraiment dans les tours, alors, même avec cet échappement SC Project. Je vais m'arrêter juste ici et on va vérifier si cette moto braque bien. J'avoue ne plus me souvenir si l'Africa Twin 1100 braquait facilement ou pas. Donc, je tourne à fond. Je reste droit et là c'est toujours un petit peu problématique pour moi parce que j'ai pas l'embrayage pour m'aider, donc faut rester sur un filet de gaz, faut pas perdre le contrôle. Franchement les manœuvres à très basse vitesse avec le DCT c'est clairement pas ce que j'affectionne, hein. Je préférerais largement pouvoir gérer avec un embrayage. C'est peut-être le seul vrai défaut du DCT. Mais vous voyez que finalement l'angle de braquage est vraiment bon vu que je me retrouve pile au milieu de l'autre fil. Donc ça braque très bien. Maintenant qu'on a testé en mode urbain, je passe en mode cyclotourisme. Donc vous voyez que ça change la puissance, ça change le frein moteur ainsi que le traction control. Alors les indications ne sont clairement pas faciles à comprendre. Là logiquement en mode cyclotourisme, j'ai la puissance à fond, le frein moteur au minimum et le traction control également à fond ou au minimum. J'avoue que j'en sais rien. C'est hyper compliqué. Je sais pas qui a décidé de faire ça chez Honda, mais comme sur l'Africa Twin, globalement tout ce qui concerne les modes, les graphiques sont
incompréhensible. Et je suis pas le seul, tous les propriétaires qui possèdent ces motos me disent la même chose. Allez, on est reparti, donc je reste en mode Sport 2 pour la boîte de vitesse, et ensuite on va tester le freinage. Let's go! Allez, maintenant je freine, donc frein arrière ça freine très peu, frein avant, ah ouais, le frein avant il est costaud, hein. Le frein avant freine très bien. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve qu'il a une très bonne attaque. Au début, ça vous pile bien, mais si vous tirez vraiment beaucoup plus fort, c'est un peu comme sur une voiture moderne, on sent qu'il n'y a plus un effort vraiment supplémentaire de rajouter. C'est à confirmer sur le reste du test, mais pour l'instant, le freinage, je le trouve bien, mais pas exceptionnel non plus. Et le frein arrière, lui, freine visiblement très très peu, ou alors il faut appuyer très 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 fort. Enfin, vous avez pu voir que donc en mode cyclotourisme, ça fonctionne bien également, c'est efficace. Par contre, j'ai pas senti une énorme différence entre le mode normal et le mode cyclotourisme. C'est à se demander finalement si les différents modes de boîte ne sont pas plus importants sur un exercice d'accélération comme ici que réellement le mode d'injection. Allez, un rond-point, ça se bascule bien. La boîte de vitesse réagit bien également. Et on réaccélère un peu fort. Voilà, en Sport 2, c'est pas mal. Parce que ça monte un peu plus haut dans les tours avant de changer de rapport. Mais en même temps, ça reste raisonnable. On n'est pas à attendre 6, 7, 8000 tours avant de changer de vitesse. Je vais essayer le Sport 1, tiens, histoire de changer rapidement. Donc là, Sport 3, Sport 1, voilà. Donc en Sport 1, globalement, ça change vers 3000 tours. Je suis vraiment surpris par l'efficacité de cette bulle, parce que là, j'ai pas d'air du tout. Dès que je me mets un peu plus haut, là, ouais, j'en ai vraiment. C'est à se demander finalement si ma GoPro va supporter, parce que j'ai l'impression que vu qu'elle n'est pas dans le flux d'air, elle risque de se mettre à surchauffer. Maintenant, parlons un peu des commodos. Et malheureusement, comme sur une Africa Twin, on retrouve les mêmes, et donc c'est le bordel. Vous avez énormément de commodos sur la gauche qui gèrent bien sûr tous les paramètres du tableau de bord, l'éclairage. Vous avez aussi les boutons pour les différentes fonctions liées aux appels que vous pourriez recevoir. Il y a des raccourcis, il y a le klaxon. Enfin, c'est compliqué, c'est pas intuitif du tout. Et ça fait vraiment un gros bloc qui est, de nouveau, pas intuitif, difficile à manipuler. Il faut le connaître vraiment par cœur pour s'en sortir. Sur la droite, c'est un petit peu mieux. On a bien sûr démarreur et coupe-circuit, ainsi que le bouton pour gérer la boîte de vitesse et également le régulateur de vitesse. Alors j'ai oublié, sur la droite, il y a aussi un bouton fonction qui permet par exemple d'activer les poignées chauffantes et d'arriver sur d'autres paramètres rapides. Mais le problème, c'est que de nouveau, c'est pas intuitif, parce que vous devez atteindre les fonctions avec le bouton FN. Et ensuite, vous avez le bouton FN de gauche qui, lui, doit être utilisé pour changer le paramètre que vous avez précédemment sélectionné à droite. C'est le bordel, les amis. Clairement pas intuitif du tout. Et tout ça, bien sûr, est relié au tableau de bord qui, comme sur une Africa Twin, est divisé en deux parties. Vous avez une partie basse qui est un écran à cristaux liquides classique qui vous donne votre vitesse, le kilométrage, ainsi que le mode sélectionné pour la boîte de vitesse. Et au-dessus, un grand écran couleur, un écran tactile d'ailleurs. Et vous retrouvez à peu près toutes les infos que vous pouvez désirer. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt la façon dont c'est affiché qui n'est pas compréhensible instinctivement. C'est vraiment pas clair. À savoir que vous pouvez aussi relier cet écran à votre smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay, ou peut-être juste Apple CarPlay. J'avoue que je me souviens plus s'il fait les deux. Et ça vous permettra d'avoir le GPS, par exemple, sur cet écran. Allez, ici je ralentis un peu.
Ouais, ça se manœuvre bien. Pour l'instant en Sport 1, je trouve ça quand même beaucoup plus agréable qu'en D. Et ça reste quand même à changer les rapports à assez bas régime. Là vous voyez, je suis à 50 en côte à 2000 tours et je suis déjà en 4e. D'ailleurs ici on va essayer de faire une reprise. Je sors de l'agglomération, j'accélère fort, j'accélère même à fond. Ça a redescendu d'un rapport et ensuite ça part. C'est efficace, hein. Maintenant on arrive sur un Dodane, je ralentis à 30. Alors actuellement c'est relativement ferme. À l'avant vous avez une fourche inversée de chez Showa qui est réglable. À l'arrière un mono-amortisseur qui est lui aussi réglable, et ça d'ailleurs rapidement via une molette déportée. Le propriétaire me disait avoir juste raffermi un tout petit peu le réglage à l'arrière. À l'avant il n'a pas changé le réglage. Là je vais essayer de prendre ce Dodane à 40. Ouais, alors actuellement moi je trouve que finalement l'avant est presque trop molle par rapport au réglage arrière. Je pense que le propriétaire a l'habitude lui de rouler plus avec un passager, ce qui peut justifier le choix qu'il a fait. Bon les amis, je vais changer de mode, je vais me mettre en Sport 3, vu que j'arrive dans la succession de virages que je prends à chaque fois. Donc je suis en mode cyclotourisme et boîte en Sport 3. C'est parti. Est-ce qu'on peut s'amuser? Alors sur les gros freinages, le frein est largement assez performant. Par contre on sent bien que la fourche, elle, a tendance vraiment à encaisser le poids de la moto. La sonorité devient plus sympa lorsqu'on dépasse les 5000. Être en Sport 3 change réellement le comportement de la moto. Là on peut vraiment faire un peu l'imbécile. Et finalement au niveau dynamique elle est vraiment pas mal cette NT. Le seul souci en fait avec la boîte en mode Sport 3, c'est que quand vous revenez dans une zone plus calme, eh ben, il a quand même tendance à vous maintenir plus haut dans les tours, et donc vous êtes en train de consommer logiquement un petit peu plus. C'est le seul défaut. Heureusement bien sûr on peut changer le paramètre très rapidement. D'ailleurs je vais me remettre en Sport 2. Et j'ai oublié de le rappeler, hein, sur cette boîte de vitesse, il y a aussi des gâchettes du côté gauche qui permettent, si nécessaire, bien sûr, de forcer le passage des rapports. Si vous voulez absolument tomber une vitesse ou en remonter une, c'est bien sûr faisable. Là, par exemple, si je veux mettre la 4, et même la 5 et la 6, je peux vraiment forcer le passage des rapports quand je veux. La seule chose, bien sûr, c'est que la boîte de vitesse est suffisamment intelligente pour ne pas vous laisser caler non plus. Ah, à la redescente des rapports, parfois, ça fait un petit broum, un bruit un peu plus sport. C'est plutôt agréable. J'ai l'impression que le bruit de l'échappement commence à changer au fur et à mesure que je roule. J'ai l'impression que ce SC Project a une mélodie qui est assez changeante en fonction de sa température. Ouais, le mode le plus agréable pour moi sur la boîte de vitesse, c'est vraiment S2. Je sais pas si vous entendez bien l'échappement maintenant. Allez, je réaccélère un peu fort. Ouais, la sonorité de l'échappement, je la trouve vraiment mieux maintenant. Il y a tellement de boutons sur le bloc de Komodo à gauche que parfois, juste pour retrouver mes clignotants, je suis obligé de regarder. Franchement, ça c'est pénible, hein. Allez, on virevolte d'un côté à l'autre sans problème.
va maintenant s'engager sur l'autoroute, ce qui devrait être le lieu de prédilection de ce modèle. On va voir si la protection est bonne. Alors, il n'y a personne, je m'engage. Donc vous voyez, aucune difficulté pour s'insérer. Là pour l'instant il maintient la 4e. Je vais essayer de faire un dépassement. Et j'accélère fort. Ça a redescendu un rapport. Et ça accélère très bien. Je vais essayer de forcer le passage. 5, 6. Prise d'info impeccable. Protection impeccable. J'ai juste un peu d'air sur les mollets finalement. La bulle protège vraiment très bien. Le carénage et le réservoir dévient l'air au niveau des cuisses. Franchement c'est pas mal. Donc franchement cette moto confirme bien son positionnement de routière. On peut rouler sur l'autoroute pendant très longtemps sans se fatiguer. À ce niveau finalement c'est une bonne surprise. On n'a pas beaucoup parlé de l'esthétique de cette NT 1100, tout simplement parce que personnellement je la trouve pas très jolie. Vous voyez néanmoins qu'elle est moderne, donc toute la partie éclairage est confiée à des LED, que ce soit le phare à l'avant, les clignotants ou le feu arrière. Franchement je suis aussi surpris par l'efficacité des deux petits déflecteurs qui sont à côté de la bulle. C'est là pour protéger vos doigts, vos mains. Et franchement c'est assez efficace, je suis vraiment surpris, j'aurais pas cru. Allez c'est parti pour une dernière accélération, je suis en mode S2 et cyclotour ici. Franchement c'est vraiment bluffant, de la protection même en montant à une vitesse assez élevée. On a vraiment très peu d'air qui arrive sur nous, juste un peu sur les jambes. Pour quelqu'un de ma taille, je rappelle je suis 1m70 hein, la protection est vraiment exceptionnelle. Bon finalement au niveau dynamique il n'y a pas grand chose à reprocher à cette moto. Elle protège bien, le moteur est suffisamment puissant, le freinage est suffisant et même plutôt bon, les suspensions sont réglables et plutôt de bonne qualité, donc de toute façon vous pouvez espérer trouver un réglage qui vous conviendra. Pour moi il n'y a vraiment que l'esthétique hein, qui vient un peu nuire à cette moto. Maintenant parlons quand même un peu des aspects pratiques. Donc d'origine, je vous l'ai déjà dit, la moto est livrée avec les deux valises latérales. Malheureusement ces valises ne sont pas suffisamment grandes pour prendre un casque par exemple. Elles sont néanmoins étanches et livrées avec des petites sacoches à l'intérieur. Aujourd'hui le propriétaire a également le top case qui lui bien sûr est conçu pour pouvoir accueillir un voire même deux casques s'ils ne sont pas trop gros. On a un petit rangement sous la selle qui lui aussi n'est pas négligeable. Si vous souhaitez rouler avec un passager et si vous êtes dans la configuration que j'ai actuellement, donc avec le top case, la personne sera vraiment très bien parce que ça fait office de dossier. Il y a des grosses poignées de maintien, les repose-pieds ne sont pas trop hauts, donc franchement de nouveau on sent que ça a bien été conçu pour voyager sur de longues distances, que ce soit seul ou à deux. Non. Au niveau de la consommation, c'est de nouveau plutôt une bonne surprise. Ce moteur est annoncé par le constructeur à une conso à 4,5 litres au 100 environ. Le propriétaire me disait lui être un petit peu au-delà des 5 litres. Et franchement, ça vous permet d'envisager 400 km d'autonomie sans problème. Donc finalement, est-ce que cette NT 1100 est la, entre guillemets, remplaçante de la Deauville, comme certains le prétendent? Moi je dirais que c'est une bonne routière, mais non, ça ne remplace ni la Deauville ni la Pan-Européenne. C'est une moto trail routier en fait, trail routier mais vraiment bien pensé pour la route, contrairement à certains autres trails routiers qui sont plus à être des motos sport déguisées en trail.
Je pense vraiment que ceux qui appréciaient la Deauville, la Pacific Coast ou la Pan-Européenne, voire même la Goldwing, vont tout de suite regretter que sur cette NT1100 il y ait une transmission finale par chaîne. Là où les habitués à ce genre de machine préféreront largement un cardan ou voire même une courroie. Donc comme je l'ai déjà dit à de maintes reprises, cette moto est dérivée de l'Africa Twin. Et donc au niveau du tarif, on est très proche également d'une Africa Twin 1100. Donc c'est pas donné. La moto actuellement en 2024 est encore vendue et distribuée en deux versions. Une version boîte méca, une DCT. La boîte méca coûte un peu moins de 15 000 € hors option et la DCT un peu moins de 16 000 € hors option. Si vous voulez un modèle équipé comme j'ai aujourd'hui, ça sera même encore un petit peu plus. Donc finalement on se retrouve de nouveau à des tarifs très approchants à ce qu'on a dans la gamme Africa Twin. Donc si vous hésitez entre les deux, il n'y a pas vraiment un argument tarifaire qui pourrait vous faire pencher plus vers l'une ou l'autre. Je pense que ce qui vous fera choisir, c'est vraiment la protection, le look, voire bien sûr votre envie de faire, si nécessaire, un peu de chemin ou de tout-terrain. Cette NT1100, vous l'aurez compris, est elle strictement à réserver à un usage routier. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur cette NT1100 DCT de 2022, qui, je le rappelle, n'a pas de différence avec la 2023 ou 2024. Si vous avez des questions concernant cette machine, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et si à l'inverse vous avez des infos à rajouter parce que vous possédez cette machine, eh bien n'hésitez pas également à utiliser l'espace commentaire, il est là pour ça. Je tiens de nouveau à remercier mon abonné d'être venu jusqu'ici en Normandie afin que je puisse vous présenter cette moto. Merci encore à lui. Je reprécise d'ailleurs que sur ma chaîne, l'ensemble des tests sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui vous disposez d'une moto ou d'une voiture que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Enfin, vous êtes habitués, vous connaissez ce genre de procédure. N'oubliez pas également de vous abonner, vu que vous êtes près de 70% à regarder mes vidéos régulièrement sans avoir cliqué sur l'abonnement. Merci de le faire, ça me fera plaisir et ça améliorera les statistiques de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. V à tous et à la prochaine. Au niveau des aspects pratiques, vous pouvez voir qu'il y a quand même une béquille centrale qui est bien sûr très pratique pour stationner la moto, mais également pour faire l'entretien de cette fameuse transmission finale par chaîne.